Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes entré dans la danse avec l'espoir de donner un grand coup de balai à votre passé. Ça n'a pas empêché la poussière de jouer un rôle clé dans votre parcours. Vous êtes aujourd'hui passé de la barre au code barre. Bonjour Marido. Bonjour Jacques, je suis impressionnée. Quelle belle entrée en matière. Alors, on vous connaît peu alors que vous avez un parcours incroyable. Vous publiez un roman qui s'appelle Partir chez MEO, un éditeur belge. Absolument. On va évoquer ce roman, mais surtout votre parcours, encore une fois, assez méconnu et plein de rebondissements et de succès. Et la première date que j'ai trouvée, alors elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante. Le 30 mars 1958, la compagnie Alvin Ailey à New York se produit pour la première fois avec ce morceau. Blue Suit, j'étais pas née. Voilà. mais Blue Suit, exactement. Il se trouve que ce jour-là, la compagnie se présente dans une association de jeunes juifs et donne son premier spectacle à New York. Je le savais absolument pas. Voilà. Et Alvin Ailey est un grand chorégraphe. Oui. Qui a découvert la danse, je crois, lorsqu'il a vu un spectacle des ballets russes de Diaghilev. Exact. Il est devenu chorégraphe, il est mort à 58 ans, il avait créé 79 ballets. Et puis, cette compagnie, ça a été le départ de votre vie. Ah, mais Alvin, pour moi, déjà, c'était un peu plus qu'un chorégraphe. Il se trouvait que je connaissais pas mon père noir, que ma mère est blanche, bretonne et russe, et que je suis née sans père. Et Alvin, pour moi, a été une forme de père spirituel et idéalisé. Et on a eu un peu un coup de foudre mutuel, puisqu'il m'a engagée à 19 ans, sans audition, sans rien. Il m'a amené de France, Paris, jusqu'à New York. Et j'ai su bien plus tard qu'Alvin avait eu la même histoire que moi. Lui-même n'avait pas connu son père. Alors, il se trouve que la compagnie Alvin Ailey, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la danse, ça a révolutionné la chorégraphie. C'était plus important que ça. C'est pas seulement la chorégraphie. La compagnie d'Alvin Ailey, c'était aussi presque un message, comme quoi les danseurs afro-américains pouvaient être extrêmement performants et brillants et danser plusieurs styles. Donc il y avait à la fois un message chorégraphique, mais aussi un message politique. Oui, ce qui était tout à fait nouveau pour l'époque. Absolument. En 58, on ne parlait même pas encore de ce sujet. Oui. Non, mais quand c'est né, on ne parlait même pas de ce sujet. Et en plus, Alvin est né au Texas, donc dans une région de l'Amérique extrêmement raciste. Je suppose qu'il est passé par des tas de... Et c'est très étonnant parce qu'Alvin avait à la fois une vision très éclectique et très universelle de la danse. Quand j'étais dans la compagnie de ballet, j'étais la première française à 19 ans. Il n'y en avait jamais eu. Il y avait aussi des Japonais, il y avait des Blancs, il n'y avait pas que des Noirs et que des Métis. Il avait une vision très humaniste de la danse. Et puis, il avait ce mélange, effectivement, de culture afro-américaine et d'américain. Absolument. Ce qui était tout à fait nouveau, ce qui a été repris partout depuis. Et avec une base classique, parce qu'il demandait à ses danseurs de quand même performer de manière... Le ballet, les cours de ballet étaient importants. Il fallait à la fois avoir le rythme, la fluidité des danseurs afro-américains, mais il fallait aussi une technique classique. Oui, il fallait à la fois une technique dynamique et des gens particulièrement athlétiques. Oui. Absolument, c'était ce qu'il aimait. Moi, j'ai eu cette chance magnifique. Ma rencontre avec Alvin, elle date de mes 11 ans. Comment ça s'est passé? Elle date de mes 11 ans. J'ai une tante. Alvin passe au Palais des Sports. Je suis une métisse élevée dans une famille de blancs qui ne connaît pas son père noir. Ma mère est blanche, a une famille, donc son mari et mes 3 frères et sœurs blancs. Donc, je ne suis pas très à l'aise dans mon corps. Et on m'amène voir ce spectacle extraordinaire au Palais des Sports et j'ai l'impression de retrouver ma famille. Je me vois à travers eux. Et je me dis, à 11 ans et demi, j'irai un jour, je ferai partie de cette compagnie. Évidemment, on me dit que je rêve et on me dit que des gens comme moi, il y en a plein. Et il y a la magie. Je crois à la magie de la vie. Alors justement, vous l'avez rencontré de quelle façon, Alvin Ailey? Ah, d'une façon complètement magique, encore une fois. J'apprends que la compagnie va danser en Arles. Je ne me dégonfle pas, je prends un train et avec un copain qui m'a suivi, on était 2, je demande à prendre les cours de la compagnie. Alvin Ailey s'assoit dans les gradins, regarde le cours de sa compagnie Et au moment des grands écarts en l'air, je donne un maximum pour me faire remarquer et je vais tellement fort que je tombe les fesses par terre, je me relève en me disant c'est cuissé râpé. Et je vais me rhabiller dans les gradins, etc. Et j'entends Miss, please, je me retourne. C'est Alvin qui me demande
de venir prendre les cours de la compagnie au théâtre de la ville à Paris, où la compagnie se produisait 3 mois après. Et le dernier jour, je fais les cours tous les jours, je vois pas Elvin, je m'inquiète, je me dis, il a oublié. Et j'apprends encore une fois que je suis engagée dans la compagnie. Elvin vient me voir et me dit, Are you ready to join the company? Et je me retrouve débarquée à New York comme ça. C'est fou, hein? Tout est fou dans la vie. Et d'ailleurs, il disait à l'époque, lorsqu'il a fait ce Palais des Sports, je ne suis pas Béjart, car il a vraiment révolutionné la danse, Elvin Ailey. Alors, pour moi, c'est mon mentor, c'est mon inspirateur, c'est quelqu'un que j'aime profondément. Et c'est quelqu'un qui a révolutionné beaucoup d'autres ballets. Notamment, il y a un ballet qui s'appelle Révélation, qui, je crois, est devenu un classique. Oui, on l'a tous dansé et c'est quelque chose qui reste. Parce que danser Revelations, c'est être dans l'essence même de, pas seulement Elvin Ailey, mais l'histoire nord-américaine, ce qui n'était pas évident pour moi. Parce que j'ai pas été élevée. En réalité, la complexité que j'ai eue dans la compagnie Elvin Ailey, c'est que je n'avais pas l'afro-américain background. J'étais une Européenne et pire, une Parisienne, avec une maman blanche qui ne connaissait pas son père noir. C'était pas simple. Parce que je n'étais pas non plus tellement finalement à ma place quelque part. Oui, mais vous êtes quand même allé là-bas et vous avez travaillé avec eux. Et j'ai dansé avec eux et on est parti en tournée au Japon et voilà, et bien sûr. Et c'était la première compagnie multiraciale de l'époque. Oui, puis je pense que je correspondais bien à ce qu'Elvin aimait comme style de danseuse. Je sais que je lui correspondais. J'étais la plus jeune et je parlais un anglais scolaire. C'était pas évident. Quand tout le monde allait à droite, moi j'allais à gauche parce que j'avais compris plus tard que les autres. C'était une vraie bataille. C'était un peu la NBA du basket, de la danse en fait, Elvin Ailey. Et quand on pense au côté multiracial, Joséphine Baker a également mené des combats, notamment avec Martin Luther King. C'est un petit peu le pendant de Joséphine Baker dans le monde de la danse. Ah oui, je crois qu'à l'époque, ils ont pris des vrais risques. Il y avait un courage que moi, j'ai pas eu à voir. Je suis métisse. Bon, bien sûr, le racisme ordinaire qui n'est pas grand-chose une fois que c'est intégré. Mais oui, c'est des activistes presque. Ils ont risqué. Elvin, je crois, a été à un moment donné surveillé et j'ai découvert ça sur Brut, je crois. Il était aussi, c'était quelqu'un qui souffrait, qui avait des addictions, qui était bipolaire. Et qui a réussi une carrière fantastique. C'est important pour moi de le dire, parce que pour voir quel grand homme c'était. Il est mort à 58 ans, mais il a laissé des traces dans toutes les compagnies de ballet d'aujourd'hui. Non seulement ça, et la compagnie continue à faire sold out partout où elle passe. Et être dans la compagnie d'Elvin Ailey, c'est avoir l'impression d'être un orchestre de rock, parce que les gens sont debout, applaudissent, deviennent fous. Enfin, c'est du succès partout, quoi. Alors, la danse, pour vous, Marido, ça a commencé à 7 ans, je crois, parce qu'il fallait bien bouger. Parce que j'étais quelqu'un d'assez incontrôlable physiquement. La danse m'a offert une discipline que j'ai acceptée avec passion. J'étais très indisciplinée, avec un grand besoin, une énorme énergie. Et la danse classique, j'ai commencé avec un professeur qui était danseur à l'Opéra de Paris. Et j'aime la danse classique autant que la danse moderne. J'aime vraiment toutes les danses. Alors, vous avez commencé par la danse classique et vous êtes ensuite allé vers le jazz et la danse moderne. Mais la danse moderne, parce que je suis quelqu'un de libre qui aime, j'aime les règles et le cadre et les exploser après. Et pour moi, la danse moderne, il y a une forme de liberté, de puissance, mais j'aime la technique classique, j'aime les belles lignes, j'aime les pirouettes, j'aime les sauts. Donc voilà, le mélange. Et puis il y a la danse de jazz aussi. Ah, beaucoup, beaucoup. Mais de toute façon, ce que j'écoute toujours comme musique, j'aime aussi bien la soul que le rap, que je peux écouter du Prokofiev. Je suis assez éclectique, je suis vraiment métissée aussi dans les goûts. Et Elvin Ailey avait un ami très cher à son cœur, et il a créé un ballet à partir de ce morceau. Hurry, 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 take the train. Duke Ellington. Alors, j'ai dansé Night Creature. Voilà. Et c'est vrai que Duke Ellington était très lié aussi à Elvin Ailey. C'est là aussi la danse contemporaine et Duke Ellington, ça, au départ, ça va pas ensemble. Ils étaient tous, je pense que c'était tout un groupe d'artistes noirs américains. Quand on va aux États-Unis, moi, c'est aux États-Unis que j'ai compris ce qu'était, parce que le métissage n'existe pas aux États-Unis. Vous avez une goutte de sang noir dans les veines, vous êtes noir. C'est quelque chose que je connaissais pas bien, mais c'était tout un mouvement qui reste très proche de mon cœur. Voilà. En même temps, Duke Ellington, il faut savoir que la première fois où il a pu se produire à New York et sortir de Harlem, c'est grâce à Maurice Chevalier, star des années 30, qu'il a engagé en première partie pour l'accompagner à New York. C'est les ponts humains. Exactement. Alors finalement, la danse vous a permis de trouver l'équilibre que vous recherchiez. Totalement. Ça a été un sceptre et un premier tuteur. Et vous êtes resté longtemps dans la compagnie Ailey ?
Non, je suis restée 2 ans et après je suis allée à Montréal, au Canada, au Ballet de Montréal. Il y a aussi toutes les compagnies françaises. J'étais chez Russello, j'étais chez Maggie Marin, j'étais au Théâtre du Silence, j'étais chez Gigi Cacciolano. Je suis en fait un oiseau migrateur. Hein. Vous avez même été au Paradis Latin. Oui, j'ai fait Joséphine Baker. Ils m'ont mis en Joséphine Baker, moi qui ai le vertige à 3 mètres de haut avec mes petites bananes torse nu. Et Elvin est venu me voir. Et j'avais honte, je me disais, oh non, faut pas qu'il me voie à moitié nu. Il a adoré ça. Ouais, la ceinture de banane qui a fait scandale et qui était juste un artifice pour un sketch, pour un tableau. Franchement, moi qui me dérangeait pas, ce qui me dérangeait le plus, c'était d'être à 3 mètres du sol et de descendre comme ça. Et j'ai fait Joséphine absolument au Paradis pendant 6 mois pour gagner les sous de quoi partir à New York pour Voilà. pouvoir prendre les cours. Comme quoi, Joséphine Baker vous a également porté bonheur. Ils ont été fabuleux. Alors ça, c'est le point de départ de la danse, mais il y a d'autres choses. Oui. On va continuer à parler de votre parcours et de vous à travers la date du 23 novembre 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Marino. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marino. On va continuer à vous découvrir. On a évoqué vos débuts dans la compagnie Elvin Ailey, qui a été la plus grande et qui demeure la plus grande compagnie de danse contemporaine aujourd'hui aux États-Unis, où vous avez passé 2 ans. Publié un roman qui s'appelle Partir chez MEO, on va aussi en parler, mais il y a eu d'autres carrières dans votre parcours et le 23 novembre 1988, ce sont vos débuts au cinéma dans ce film. Ciné qui danse, ciné qui chante, cinéma, la bonne humeur m'enchante. Jacques T'as les Demy. places 3 places pour le 26 3 places sur de le Jacques 26. Demy et vous êtes Nicole sous le nom de Marie-Dominique Chaise. Oui, absolument, avec Mathilde May, Oui. Cathy Varda et le chorégraphe de 3 places pour le 26, c'était Michael Peters, Oui. qui était le chorégraphe de Michael Jackson. C'est fou, hein? Comment vous êtes arrivé là-dedans? Ah bah c'était une audition qui a duré 1 semaine et vous savez, j'étais en compétition, ça va la faire sourire, pas en compétition, mais il y avait avec Géraldine Pellas, on était toutes les deux, parce que Géraldine était danseuse, tout comme Mathilda, on se croisait danseuse, on se croise dans les studios, et Géraldine et moi, on attendait on était toutes les deux. Et finalement, Géraldine ressemblait pas mal à Mathilda, c'est une brune. Bon, finalement, on est resté presque 1 heure dans le vestiaire à attendre. C'était un truc fou, parce que tout Paris a auditionné pour ce film. Évidemment, il y avait aussi Montand, qui parlait beaucoup aux petites danseuses. Oui. Et puis nous, les 3, Mathilda et Cathy, on s'est vraiment bien entendus toutes les 3. On s'amusait beaucoup, on sortait toutes les 3 de la danse. Mathilda sortait du conservatoire, Cathy aussi. Et on s'est envoyé des photos mutuellement. Mathilda était en rose, Cathy en vert et moi en jaune poussin. Parce que Jacques, il met beaucoup les couleurs. Jacques Demy, effectivement, oui. Il a quand même fait non seulement les Demoiselles de Rochefort, qui au départ devaient être les Demoiselles de hier. Alors je vais vous faire une confidence. Oui. C'est que les Demoiselles de Rochefort, ou je ne sais pas si c'est les Demoiselles de Rochefort et les Parapluies de Cherbourg, en fait, il était inspiré par ma belle-mère, Marisa Pavant, et sa sœur, Pierre Angeli. Marisa Pavant, la femme de Jean-Pierre Aumont. Jean-Pierre Aumont, oui. Le grand-père de mes enfants. D'accord. Et Jean-Pierre Aumont, qui était un comédien formidable. Oui. Et il s'appelait au départ Jean-Pierre Salomon. Oui. Et c'est Charles Trenet qui lui a dit « Tu devrais t'appeler Jean-Pierre Aumont quand ils se sont connus à leur début. » Ça, je ne savais pas. Et pourtant, oui, voilà. Et donc, comment il s'est inspiré de votre belle-mère ? J'ai appris, je sais pas, dans les histoires de famille, je sais que comme ma belle-mère était jumelle avec son autre jumelle qui était actrice à Hollywood, et donc l'une était... Et donc, il semblerait qu'il y ait eu, c'était une inspiration de jumelles ou de sœurs. J'ai eu l'impression d'entendre parler de ça, je suis pas sûre. Ah non, mais je suis sûr que vous avez raison. Et alors, il se trouve aussi que c'était un film 3 places pour le 26 qui évoquait des débuts fictifs d'Yves Montand, qui a en fait débuté, je sais pas si vous le savez, sur un terrain de boules à Marseille, dans un café, et il chantait Trenet et il imitait Donald Duck. À l'époque. Je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que être dirigé par Jacques Demy, c'était quand même un privilège pour débuter. Oui, ça je m'en souviens très très bien. Et puis on avait comme chorégraphe quand même Michael qui avait fait le Thriller de Michael Jackson, qui était très exigeant aussi. On a beaucoup travaillé. Et moi, Jacques Demy, ça représente aussi mon premier film au cinéma quand j'étais petite, qui était Peau d'âne. Oui. Et c'était magnifique pour moi. C'est incroyable, les boucles dans une vie. Peau d'âne dont personne ne voulait et dont il a fait un chef-d'œuvre.
Mon Dieu, moi j'étais amoureuse de Jacques Perrin, le prince, mais c'était incroyable. Et la recette du cake d'amour, beaucoup de gens essayent de la faire aujourd'hui. Ah mais ça, avec la bague dedans et Deneuve sublime dans une cabane, j'ai encore les images, quoi. Et comment on passe, Marie Daude, effectivement, de la compagnie Alvin Ailey à 3 places pour le 26 ? C'est un métier de comédienne, là. Oui, mais moi, ce que j'aime dans ma vie, moi, j'ai besoin de découvrir, de m'amuser, de prendre des risques. Et quel que soit le médium, vraiment, la créativité et l'art, c'est très important pour moi. C'est ma manière d'être au monde. Et vous avez appris la comédie, je crois, en suivant des cours des ateliers d'art dramatique. Oui, avec Blanche Salan et Paul Weber. Et j'étais avec qui ? Avec Vincent Cassel, avec Amira Cazard, avec Jean-Pierre Laurie, avec Valérie Carcenti. Tous ces gens-là, je les ai vus passer à l'atelier de Blanche Salan et Paul Weber, qui étaient des Américains qui enseignaient la technique de l'acteur studio à Paris, près d'un studio à Belleville. Donc vous aviez décidé de vous reconvertir, d'aller plus loin avec la danse. C'est-à-dire que oui, il y avait un côté... ouais, j'ai toujours eu envie d'apprendre des choses nouvelles. Et quand je sens que je ne suis pas particulièrement douée, ça me gêne. Alors, il y a aussi un autre film que vous avez tourné avec Jeanne Moreau et Michel Serrault, c'est La vieille dame qui marchait dans la mer. Ah ouais, là j'ai fait l'utilité métisse exotique, mais ce que vous ne saviez pas, c'est que mon partenaire ne devait pas être Jean Bouchot, il devait être Jacques Perrin, Oui. qui au dernier moment n'a pas pu faire le film. Et moi, j'allais jouer avec mon prince d'Ampodane, Oui. et raté. En tout cas, ce film, on voit Jeanne Moreau qui danse. Et Jeanne Moreau a appris la danse à 56 pour les besoins de Ascenseur pour l'échafaud. Et la photo unique de Jeanne Moreau à la barre, elle est en vente sur eBay pour 800 € aujourd'hui. C'est fou, hein? C'est incroyable, oui. Et Michel Serrault, parce que il y avait donc Jeanne Moreau et Michel Serrault dans ce film. Oui. Et elle a appris la danse à 30 ans, Jeanne Moreau. C'est pas un peu tard pour apprendre la danse? Elle n'a pas appris la danse pour être professionnelle. Elle a appris la danse pour bouger de manière harmonieuse. Il n'y a pas d'âge pour danser. Et puis La vieille dame qui marchait dans la mer, c'est aussi un roman de Frédéric Dard, d'Orson Antonio, Bien qui sûr. était un personnage, je ne sais pas si vous avez lu ses livres, qui était un personnage extraordinaire. Non, honnêtement, non. Il travaillait lui aussi comme un danseur classique. Il avait 3 machines à écrire avec des boules, des centaines de boules en réserve. Il se mettait à table, à son bureau à 8h du matin et jusqu'à 16h, il écrivait d'une traite. Alors, il y a aussi je crois que c'est Fatale Obsession de Catherine Corsini. Ah, voilà. Alors, Fatale Obsession, pour moi, ça reste quand même... Alors, dans ce film... donc je suis la fatale obsession du héros principal puisque j'ai un accident et moi je me suis j'ai été asphyxiée au gaz carbonique, je me suis retrouvée à l'hôpital. C'est-à-dire parce que la caravane était reliée à un groupe électrogène et en fait l'azote, on était plusieurs à être complètement intoxiqués, donc ça s'est terminé en réanimation de l'hôpital de Lyon parce qu'on a été agressé par le monoxyde de carbone. Et on en est sorti de peu long. Pour moi, Fatale Obsession, c'est ça. C'est ça. C'est noir et blanc, et noir et rouge, parce que quelque chose de violent. Parce qu'en fait, c'était l'histoire d'un journaliste qui tuait par erreur Oui. une jeune femme, vous en l'occurrence, Oui. et le mari allait se venger. Oui. Voilà, Et donc il y avait des photos. Oh là, oui. Et puis il y a eu aussi le théâtre. Avec Rumeur, Oui. au Palais Royal de Neil Simon, mise en scène par Pierre Mondy. Et avec Jean Poiret. Exactement. Ouais. Comment vous êtes arrivé là-dedans? Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, je m'ennuyais beaucoup, copieusement sur scène, parce que c'était ma première pièce après la danse où je faisais Roméo et Juliette, où j'étais Juliette et tout. Et là, j'étais une petite fliquette qui s'emmerdait beaucoup, mais les gens me faisaient rire, parce que voilà, quand même, c'est fabuleux de voir un acteur comme Jean Poiret partir en freestyle comme ça sur scène, et il n'y a pas un soir qui se ressemble. À jamais. Et il était juste fabuleux, rien que pour ça. Mais je me suis bien embêtée. En même temps, Jean Poiret et Michel Serrault dans La Cage aux Folles, ça durait, ce sont les jours 2h30 ou 3h30. Mais les deux, et c'est marrant parce qu'au moment où j'ai fait le film La vieille dame, je jouais en même temps avec, donc j'avais Michel Serrault, mais il y avait Jean, et c'était aussi un homme délicieux qui pouvait apporter un bouquet de fleurs pour la première à une toute jeune comédienne qui a un tout petit rôle. Il était vraiment adorable. Oui, mais Poiret et Serrault ensemble, je me souviens un soir à La Cage aux Folles, j'étais dans la salle, c'était étonnant. Serrault sort de la salle de bain, il doit revenir, il ne revient pas. Ça a été une demi-heure d'improvisation. Oh là là là. Ça a été extraordinaire. J'adore ça.
Et le metteur en scène de la pièce dans laquelle vous avez joué, Marido, c'est Pierre Bondy. Pierre Je me rappelle Bondy, très bien de Pierre. qui était aussi un vrai metteur en scène. Vous avez appris plein de choses avec lui. C'était non seulement puis un homme tellement affable et gentil aussi. Enfin, j'ai un très bon souvenir de Pierre Bondy. Et l'un de ses personnages principaux, c'est dans L'Âge heureux, un feuilleton que vous connaissez peut-être. Je le regardais quand j'étais petite, Voilà. Odette Joyeux. Adèle Joyeux, et c'est une chose, un feuilleton qui se passait à l'opéra. Sur les toits. Sur les toits, et qui a donné envie à toute génération de danser. Et à moi aussi. Et Pierre Bondy était dans cette série. Ah oui, je me rappelle. Mais alors là, moi, j'étais vraiment toute petite. Mais je crois que tous les danseurs, on a vu ça. Exactement. Et Delphine Desieux, qui était l'héroïne, Oui. elle a aujourd'hui une compagnie à Saint-Jean-du-Gard, où elle enseigne la danse contemporaine, le tai chi chuan et le cirque. C'est fabuleux. Comme quoi, la danse, on y reste toute sa vie. Et puis la danse, c'est une école de la vie, c'est tout. On reste danseur. De toute façon, on est danseur tout le temps. On reste tout le temps danseur. Aujourd'hui encore, Moi, je fais mon petit entraînement. Vraiment, là, c'est quand même, c'est mon 6e livre. Donc, vraiment, l'écriture a pris une place très importante dans ma vie. Mes articulations me rappellent que je suis une danseuse et je suis donc obligée de les échauffer, les étirer tous les jours parce que moins on en fait, plus on a mal. Voilà. À vous parler de livres, justement, il y en a un qui est important et on va l'évoquer à travers la date du 9 février 2010. Oui. À tout de suite sur Sud Radio avec Marido. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marido. On a appris à vous connaître un peu mieux entre la compagnie Elvin Ailey et vos débuts de comédienne. Il y a un nouveau livre qui s'appelle Partir, qu'on va évoquer tout à l'heure chez MEO, un éditeur belge. Et si je parle du 9 février 2010, eh bien, c'est lié à un téléfilm qui a été diffusé ce soir-là. Et la musique va vous rappeler quelque chose. Elle a trop d'énergie. Il faut la canaliser. Je vais l'inscrire à un cours de danse. Alors comme ça, tu aimes danser? Oui. Tu n'en fais qu'à ta tête. Fait danser la poussière, 6 millions de téléspectateurs ce soir-là, et c'est l'adaptation d'un livre que vous aviez écrit. Absolument, c'est mon premier roman. Alors là aussi, c'était un peu étonnant. Donc, il y a bien sûr l'audience 6 millions. C'est-à-dire que le lendemain je reçois un énorme bouquet de fleurs. Je comprends pas d'où ça vient. Et ça vient de France 2, du président de France 2, qui m'explique que c'est assez rare. Ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'y avait pas, à part Michel Jonas et Michel Bernier, il y avait très peu de vedettes. Il y avait que des danseurs. Je me suis occupée de toute la chorégraphie. J'étais co-scénariste, en plus d'être l'auteur de l'histoire. Il se trouve que c'était aussi mon histoire, donc c'était assez fort. Et on a fait donc le festival de Luchon. On a le prix du jury et le prix du public. C'est Claude Chabrol qui nous remet le prix. Le prix du jury, je crois que c'était le prix du jury. Oui, on a eu 2 jury. prix et l'année d'après on a eu le prix du CNC Diversité. Donc ça a été Un tourbillon. un tourbillon avec des producteurs qui ont osé le faire, France Zobda et Jean-Loup Montieu. Et franchement, je me suis pas rendu compte sur le coup combien c'était quand même une bénédiction. Ça a été magnifique parce que bien sûr les ventes du livre aussi étaient importantes par rapport au film. Et puis c'était une expérience mais extraordinaire. J'ai fait travailler. J'ai auditionné 150 danseurs. Il y a 50 danseurs dans le film. Et j'en garde un souvenir extrêmement super intense, quoi. Alors, ça a débuté effectivement par un livre, et là aussi, la danseuse comédienne est devenue romancière à partir de ça. Comment c'est né, ça? Ah non, le côté, l'écriture et la lecture, ça date de petite. J'ai toujours aimé lire. J'ai lu très tôt. J'ai appris à lire à 3 ans et demi. Je savais lire. Je m'intéressais déjà à 13 ans, je lisais Baudelaire, Les paradis artificiels. J'étais un peu précoce à ce moment-là. Et la lecture était très, très importante pour moi. Et je disais à une copine danseuse, elle me l'a rappelé, plus tard, quand je serai une vieille danseuse, j'écrirai. Et c'est ce que j'ai fait. On est vieux danseur à 30 ans. Vous avez arrêté à 32 ans? Oui, par là, oui. Pourquoi? Parce que j'avais une petite fille auquel je voulais vraiment me consacrer, et que mon compagnon était dans le cinéma, donc partait beaucoup, et on pouvait pas être deux, lui en tournage et moi en tournée internationale. Et mon rôle de maman, c'était extrêmement important.
Donc vous décidez, Marido, d'écrire fait danser la poussière. D'ailleurs, c'est là que vous prenez votre pseudonyme. Je me rends pas compte. Marido, c'était pas votre nom au départ. Non, mais comme j'ai eu beaucoup de pères, de maris différents, c'était un peu compliqué au niveau des hommes, je voulais un nom d'auteur qui n'appartienne qu'à moi et que mes copains reconnaissent immédiatement. Et donc Marido, puisque je m'appelais Marie-Dominique, Marido, et c'est sous maintenant, même Marie me va toute seule. Donc j'ai décidé de m'appeler Marie, comme je suis une fanat de la Vierge Marie. Et Do, c'était une note musicale et j'ai aimé ça. J'ai trouvé que ça me correspondait bien. Do avec un accent circonflexe. S'il vous plaît. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est mes ailes, ce sont mes ailes. Donc, au départ, vous décidez d'écrire un roman qui est inspiré par votre histoire avec une jeune fille qui s'appelle Maya. Voilà. D'abord, je commence par Maya, où je me rends compte de la liberté de l'écriture, du bonheur que j'ai à écrire, de la nécessité que j'ai, et de ce premier livre qui donc m'amène à faire... Il y en a 5 qui vont suivre, et je me rends compte que j'aime écrire comme j'aime danser, et qu'il est hors de question pour moi de ne pas écrire. J'ai beaucoup de mal à cesser d'écrire. Moi, j'ai toujours un bouquin. Là, j'en ai un que je viens de terminer et que j'ai déjà envoyé aux éditeurs. Mais au départ, quand dans cette histoire, on vous reconnaît parce que votre héroïne vit entre 2 femmes blanches, sa mère et sa tante. Je raconte mon histoire. Je pense que, en tout cas pour moi, je ne dis pas que c'est le cas pour tous les auteurs. Moi, j'avais quand même des difficultés d'être quand j'étais petite, puisque je ne connaissais pas mon père noir. Il fallait que je déconstruise le faux pour reconstruire ce qui était le vrai pour moi. C'est-à-dire repartir en arrière pour savoir qui j'étais, pour pouvoir vraiment me situer. En tant qu'auteur, il est important de parler vrai, pour moi. Et nous parlons vrai ici à Sud Radio, mais c'est vrai aussi que le sujet que vous avez traité au départ dans ce roman n'était pas toujours traité dans d'autres livres. Une petite fille métisse qui vit dans une famille de blancs avec en plus un beau-père blanc, c'était nouveau pour l'époque. Totalement nouveau, et en plus... bien sûr, c'était pas évident. Ça a sûrement structuré la femme que je suis, qui n'aime pas être enfermée dans des cadres, qui a tendance à être un peu rebelle de nature, qui veut pas qu'on la mette dans des tiroirs, parce que effectivement, vous arrivez. C'est tout bête, c'est que j'ai appris qui était mon père noir. Je l'ai retrouvé à 30 ans. Vous avez cherché pendant 30 ans. Oui. Je ne savais pas qui c'était. Il était en fait professeur à la Sorbonne, maître de conférences en sciences politiques. C'était un intellectuel et qui écrivait des bouquins. Donc la génétique existe. Et vous êtes parvenu à le retrouver? Oui. Ça n'a pas dû être simple. Ça n'a pas dû être simple. Ça n'a pas été simple. Je me suis tapé pas mal de rendez-vous avec des Africains de tous bords. Et puis je suis arrivée un jour à trouver mon père, et nous avons une discussion. On s'est pas beaucoup vu, hein. Il est venu puis il est reparti parce qu'il avait une famille, il avait une vie. C'est très important pour moi de pouvoir mettre un visage sur le nom du père. Alors, il y a eu aussi cette enfance difficile, parce qu'à l'époque, une petite métisse au milieu des Blancs, c'était pas évident, Marido. Bien sûr, j'ai beaucoup souffert du racisme. Et ma manière à moi, sûrement que la danse a été un petit peu... pour transformer le petit vilain canard noir en un beau cygne. Bien sûr qu'on souffre du rejet, de l'injustice, de toutes ces blessures humaines quand on est tout petit, et que ce sont les autres qui vous montrent que vous êtes différent. C'est pas vous qui vous sentez différent, ni mes frères et sœurs, et ils m'ont toujours vu comme j'étais. Vos frères et sœurs sont blancs en plus. Bien sûr, et donc ce sont les autres, quand ils voyaient notre famille... Ah, c'est une petite adoptée. Ma mère disait, mais non, c'est mon erreur de jeunesse. Donc, je me suis sentie une erreur assez vite. Mais elle le disait avec beaucoup d'innocence. Il n'y avait pas... Il n'y a pas de méchanceté. Mais non. Alors, il y a aussi l'été où on vous interdisait de vous mettre au soleil, Marido. Ah, mais c'est resté, mon Dieu, j'ai toujours mon écran total 50 et je cherche toujours un parasol pour être juste la bonne couleur qu'il faut, bien doré mais pas trop. Oui, il y a. Et puis bon, en même temps, ça m'a protégée du soleil dans le bon sens. Hein. Après tout, maman. Alors, le roman a plu et le téléfilm est né. Comment c'est né? Ah, ça, c'était une jolie histoire de femme. À l'époque, mon ex-mari donc est directeur de la photo, le père de mes enfants, et il rentre à la maison avec un de ses amis directeur de production qui avait une femme antillaise qui était enceinte. Donc, vous allez avoir des petits métis. Et moi, tout content, je dis à cette femme qui s'appelle Catherine Jean-Joseph, je lui dis, Catherine, je viens d'écrire un livre sur le métissage et je suis publiée chez Plomb. Et je ne sais pas ce que fait Catherine. Catherine est conseillère de fiction sur France 2.
Elle lit le manuscrit en une nuit. Elle le passe à une de ses amies, France Zobda, qui était productrice, qui le relit elle aussi. Et ces deux-là, très vite, en 15 jours, ont un coup de cœur. Et le film se fait, mais sans que au début, j'y pensais pas du tout. J'ai même eu la femme de Luc Besson au téléphone à propos de Fénoncer la poussière. C'est fou, hein? Elle a voulu que Luc le lise, qui après, parce qu'elle aussi, en tant que métisse, bah oui, ça parlait à beaucoup de gens finalement, mais je me rendais pas compte, hein, on se rend pas compte. J'ai rien fait de manière ciblée, j'ai laissé parler mon cœur. Et ensuite, vous avez même trouvé celle qui faisait votre rôle. Oh, j'en ai trouvé 3. Il y avait la petite Maya, c'était Ambre. Il y avait la Maya préadolescente, c'était Nastasia, qui est maintenant Nastasia Karuch, qui a le rôle principal d'une série produite par Dominique Besnard, qui me faisait en 2e. Et en 3e, ma Tatiana Seguin, qui est aussi une personnalité créative formidable. Avec Tatiana, j'aime beaucoup mes 3 petites Mayas. Elles sont restées dans mon cœur. Elle a travaillé d'ailleurs, elle aussi, avec Elvin Ailey et la compagnie. Non. Tatiana n'a pas travaillé avec... Elle était dans l'école. Dans l'école? Oui, elle n'était pas... Mais elle était au conservatoire, elle a fait beaucoup de choses, elle fait beaucoup de chorégraphie. C'est une femme, c'est une artiste accomplie avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Ce qu'il y a eu d'étonnant avec ce film, c'est qu'il y a eu, chose rare à la télévision, un débat ensuite avec Christophe Ondelat et Boris Cyrulnik sur le concept de la résilience. Il faut savoir que Boris Cyrulnik, il a vulgarisé le concept de résilience à partir d'un psychiatre britannique qui s'appelle John Bowley, qui cherchait l'origine des troubles comportementaux. C'était un cadeau pour moi, ce débat. Imaginez Boris Cyrulnik qui a mon livre avec des post-it à toutes les pages et qui peut m'expliquer des choses à toutes les pages. Et le phénomène de résilience, je me suis construit avec. Je suis une résiliente en puissance et je continue de l'être. C'est comme ça. Alors, vous avez continué avec d'autres livres. Il y a eu 4 autres livres. Il y a eu le premier, c'est Qu'importe la lune quand on a les étoiles, qui était un livre de deux femmes qui se rencontrent en Tunisie et qui vont parler de l'Orient et de l'Occident. Qu'importe la lune quand on a les étoiles, c'est plutôt 2 amies qui se connaissent en France, au collège. Et il y a une des amies qui a été Gaulle, qui a fait du crawl, qui était une fille sportive et indépendante, qui se retrouve mariée avec un homme intégriste en Tunisie. Et ces 2 amies qui se sont connues égales en France, quand elles étaient petites, sont maintenant des femmes qui ont évolué de façon très différente et qui vont essayer de retisser leur amitié malgré les différences culturelles. C'est une histoire vraie. Et ça aussi, c'est un sujet que vous avez traité avant beaucoup d'autres. Ouais, mais j'en ai marre d'être visionnaire et d'arriver avant. Mais avant, ils sont pas prêts. Quand vous arrivez avec un sujet avant, ils sont pas prêts. Puis quelqu'un d'autre arrive derrière. Puis là, ils sont prêts. Et il y a aussi Dancing Rose, qui est un livre dédié à votre mère, qui a été victime d'une grave sclérose en plaques. Et la sclérose en plaques, j'ai d'ailleurs rencontré Dominique Farrugia, avec qui il y avait un projet qui n'a pas eu lieu. Mais j'aurais aimé. Et j'ai écrit un projet d'ailleurs de film sur cette maladie. Je voulais réunir la danse et la sclérose en plaques. Je voulais rendre hommage à ma mère et à tous ceux qui souffrent de cette maladie. Donc c'est un projet qui a failli se faire et qui ne s'est pas fait. Mais c'est un sujet qui vous tient à cœur parce que, toujours. Parce que vous avez travaillé sur un scénario de télévision. Oui. Il ne faut pas s'arrêter là. J'aimerais Jacques, j'espère. Mais voilà, parfois quand on a des choses quand les choses se font pas, parfois c'est parce que c'est pas le moment ou pas avec la bonne personne. Faut avoir cette sagesse-là, parfois de se dire, pour l'instant tu mets de côté, tu vas ailleurs, puis tu reviendras. Mais à chaque fois, les sujets qui vous concernent touchent les femmes en priorité. Et ça, c'est quelque chose aussi auquel vous tenez, Marie-Do. Oui, le mot féministe, pour moi, c'est juste être femme et être dans sa puissance, sa douceur, son pouvoir de femme. Il ne s'agit pas de brandir... oui, pour moi... si je peux rendre hommage aux femmes, d'ailleurs, je suis née avec 2 femmes. Hein. Moi, j'avais pas de papa quand je suis arrivée dans mon foyer. Il y avait ma maman et sa sœur. J'ai été élevée par 2 femmes avant que le mari de ma mère arrive et me reconnaisse. Et je trouve que les femmes méritent beaucoup d'hommages. Et c'est pas évident d'être une femme. Et c'est pour moi magnifique. Et j'espère que de plus en plus de femmes œuvreront davantage pour le monde. Il me semble qu'on aura d'autres choses. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, effectivement. Autre date importante, ce livre qu'on va évoquer à travers la date du 11 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Marie-Do.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marido. On a appris à vous découvrir à travers votre parcours dans la compagnie Elfinelli, aussi le cinéma, et puis fait danser la poussière, qui a été un grand succès de télévision. Et là, le 11 février 2025, est sorti un nouveau roman qui s'appelle Partir. Et là, on n'est pas du tout dans l'univers de la danse, on est dans un huis clos, dans un camping. Oui, alors Partir, pour moi, c'est un roman initiatique. C'est un roman... bon, j'y tiens beaucoup à ce roman parce que je l'ai écrit dans des conditions vraiment particulières, assez compliquées de vie, et il a été pour moi comme un oasis. Partir, c'est une forme d'évocation de la nature. Pour moi, le premier personnage de Partir, c'est l'océan. Et l'océan va être un peu le réflecteur des émotions des personnages. Dans Partir, il y a d'abord un homme de 50 ans qui est maître nageur et qui a perdu sa femme, donc qui est dans une perte dont il ne se console pas et dont il se culpabilise. Et puis il y a des êtres plus jeunes qui vont arriver là, et tous ces êtres un peu cabossés, de générations très différentes, parce que ceux qui arrivent sont beaucoup plus jeunes, vont former une forme de famille fracturée. Et de chaque personnage, l'un va apprendre de l'autre, et chacun va quelque part sortir de lui-même pour se recréer dans un écrin naturel qui est l'océan, la mer, les pins, le ciel. Parce que pour moi, les plus grands médicaments, c'est l'amour, l'amitié et la nature. Et pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui et pourquoi ce sujet, justement? Parce que j'ai choisi de vivre à l'extérieur de la ville, que j'ai compris la magie de la nature sur les blessures, et qu'il me semble que nous oublions la richesse que c'est de pouvoir interagir les uns avec les autres, et que maintenant le grand travail à faire, le grand voyage, c'est pas d'aller à Bali au bout du monde, c'est le voyage intérieur. C'est une forme d'introspection où nettoyer ses blessures permet de s'ouvrir aussi plus aux autres. S'offrir du bonheur, c'est peut-être en donner aussi plus aux autres. Bien sûr, mais vivre dans la nature, en plus, vous êtes là aussi en avance sur votre temps. Les villes se dépeuplent de plus en plus et vous prônez cette vie, ce retour à la nature. Je prône surtout le recontact avec la Terre, notre planète, et aussi notre partie cosmique et céleste. Je suis quelqu'un de spirituel, ou en tout cas, je préfère attirer par la spiritualité et par des réponses qui ne sont pas forcément scientifiques, mais sur un chemin qui m'amène à me poser des questions et à demander un peu plus à la vie que juste la simple consommation ou matérialisme. Alors, un camping, c'est quand même pas un lieu idéal au départ pour un roman. Mais n'oublions pas que ce camping est fermé. Oui. Il n'y a personne. C'est-à-dire que cet homme est venu se cacher au sein de la nature, d'une pinède, où on lui a donné la possibilité de rénover les infrastructures d'un camping où il n'y a personne. Une femme... Il va voir une femme toujours habillée de rouge sur une plage. Il va se demander qui est cette femme. Ça va le déranger parce que quand on a une plaie à lécher et qu'on a envie d'être tout seul, un autre être humain qui passe peut déranger. Et cette femme, il va la voir un jour dormir dans une voiture. Et il va se demander qui est cette femme. Et ce sont des solitudes qui vont se rencontrer, qui vont amener d'autres solitudes. Et toutes ces solitudes vont former forme de famille qui va se nourrir les uns les autres. Et on va passer de 27 ans à 50 ans. Ils ont tous entre 27 et 50 ans. C'est un gros travail de construction. Un énorme travail de construction, un énorme travail intérieur, parce que il y a 3 hommes et une femme, et chacun a une voix intérieure très très forte. Et surtout, j'ai voulu que les éléments, l'océan, c'est pas n'importe quoi. L'océan, quand il est en colère et il nous montre combien nous sommes petits, et quand l'océan est doux, il nous berce. Donc tous les éléments de la nature participent à notre bien-être et aussi à nos humeurs et à nos sensations. Donc la nature
incite parfois les hommes, parce que les hommes ne sont rien à côté de la nature, on l'a très vite vu, hein. Il suffit d'un tremblement de terre ou d'une manifestation climatique et terrestre pour qu'on réalise notre petitesse face à notre belle planète. Oui, et en plus les océans sont en danger, donc il faut les préserver. Il faut les préserver, et la nature, je pense que ce que l'on donne à la nature, elle nous le rend au centuple. Alors dans cette histoire aussi, il y a un sport que vous évoquez, qui n'a rien à voir avec la danse, c'est le surf. Le surf, c'est pas seulement un sport, c'est aussi une philosophie. Moi, j'habite à moitié à Amsterdam, à moitié dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest, j'ai une confrérie de surfeurs, je les admire sur la plage, se confronter à l'océan, mais pas seulement, apprendre à attendre quand la vague ne vient pas, apprendre à se maîtriser, apprendre à se respecter sur l'eau. Pour moi, le surf est aussi une école de la vie comme la danse. Oui, et le surf d'ailleurs, qui est une discipline olympique, pour la première fois en 2028, on va l'avoir à Los Angeles. J'ai adoré. Mais ça remonte à 1920, le père du surf moderne qui s'appelait Duke Kahanamoku, un Hawaïen, avait demandé déjà que le surf soit aux Jeux Olympiques. Il a fallu... Cette année, on a pu le vivre, voilà, avec exactement. le Tahitien. Et le surf, ça crée des corps extraordinaires. Ça crée, c'est vraiment une philosophie. Un surfeur, c'est pas juste un sportif. C'est quelqu'un qui peut regarder l'horizon pendant 1 heure avant que la vague arrive. Il faut avoir, c'est presque une méditation. Vous avez parlé avec des surfeurs, vous n'avez pas fait de surf vous-même? Oh, si j'avais 20 ans, je serais sur une planche. Oui. Oh oui. Mais vous en avez observé pour écrire ce Tout livre? le temps. Tout le temps, puis je leur parle. Je vis avec eux. Et alors, le surf, on l'a un peu oublié, mais ça a été aussi une danse dans les années 60. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour. Je cognerais le Les surfs, qui est un groupe célèbre, le nom vient du surf, qui était une danse. Il y avait le twist, le Madison et le surf en 65 à Paris. Vous le saviez? Eh bien non, Jacques, vous m'en Voilà. apprenez des choses, hein. Mais c'est vrai que ça a été une danse qui a touché les jeunes, qui a disparu à l'inverse du Madison, mais qui a beaucoup compté. Alors, c'est vrai que vous évoquez ces vies fragiles autour de nous. Vous êtes aussi inspiré de votre vie. Oui, c'est-à-dire que pour moi, la fragilité et comment on l'assume, comment on la dépasse, c'est ça qui m'intéresse. En tant que personne, je suis jamais intéressée par quelqu'un qui semble lisse de par tout ce que j'aime voir et découvrir, c'est la faille d'une personne et comment elle s'en sort. Parce qu'on a tous des failles et on a tous des manières de nous en sortir comme on peut. C'est ça qui me plaît, c'est la fragilité, la vulnérabilité de l'humain. Et vous avez donné des secrets de famille à chacun de vos personnages. Oui. Et ces secrets de famille, pour l'un, c'est un veuf qui a perdu sa femme alors qu'il estimait que lui, le secouriste, il aurait dû la sauver. C'est Théo, ce surfeur qui a vu cet oncle sauveteur comme un dieu et qui, parce que dans sa tête d'enfant, il a laissé sa tante mourir, le dieu est déboulonné de son piédestal. Et c'est difficile quand on a admiré quelqu'un très fort de le voir s'écrouler du piédestal qu'on lui a construit. C'est Romain, ce jeune Parisien qui lui est agressé par cette nature qu'il connaît pas, puisque c'est un urbain et qui a des problèmes d'amour, puisque c'est un homme qui cherche la femme de sa vie et qui est sur toutes les applis de rencontres possibles, qui est quelqu'un qui finalement étant dans une demande amoureuse, mais sans même trop savoir ce qu'il veut. Donc la nature amène tout le monde à se dévêtir, à se dénuder l'âme. Vous avez écrit aussi un roman qui se passait dans un camp de naturistes. Bien sûr, moi je suis quelqu'un qui l'été se met nu sur la plage et qui vit avec les éléments complètement, je l'assume. Alors, il se trouve que là-dedans, il y a toute la recette, tous les ingrédients d'une série télé ou d'un film télé. Pour partir, totalement. Partir, c'est un film, c'est sûr. Et pour moi, le mot-clé, c'est liberté. Liberté aussi, et une liberté dont Baudelaire... une liberté que Baudelaire adorait, et cette liberté, vous l'évoquez à travers Baudelaire, justement. Je l'adore. Entre Baudelaire, Oscar Wilde, Paul Auster, Marguerite Duras, voilà mes amours littéraires. Mais Baudelaire était quelqu'un qui détonnait dans le monde où il vivait. Il se déguisait, il changeait de physionomie en permanence, il pouvait avoir une redingote et le lendemain être presque nu. Il avait même avoué un jour à un fonctionnaire qu'il avait mangé de la cervelle d'enfant. Oui, bon, Baudelaire a eu ses grands excès. Alors, il y a aussi, dans ce livre, l'Atlantide que vous évoquez. Oui. Pourquoi? Parce que je suis une passionnée de l'Atlantide. Parce que,
pour moi, cette civilisation engloutie ou pas, puisque je précise dans le livre, il y a tout un dialogue où Romain pense que c'est évidemment le mythe de Platon, que c'est un mythe, et pour d'autres, l'Atlantide a vraiment existé. J'ai toujours été fascinée par ça, je porte une bague atlante, et je peux aller assez loin dans des considérations spirituelles qui m'appartiennent, mais pour moi, évidemment, qu'on n'est pas seul sur Terre, évidemment que il y a bien des choses dans l'invisible qui existent, mais je laisse à chacun, chacun a sa foi et sa perception des choses. Oui, les géographes et les géologues s'interrogent aujourd'hui sur l'Atlantide en se demandant s'il a vraiment existé. Ils pensent que non, mais pourquoi pas, tout est possible. Et vous avez Edgar Cayce, qui était un grand hypnothérapeute, qui était aussi médium spirit, qui lui, dans ses écritures, parle de l'Atlantide. Donc, why not? Alors, dans ce roman, il y a l'action, mais aussi des évocations poétiques. Vous vous intéressez, Marie-Do, à la forme des nuages. Énormément. Et quand j'étais devant la mer, le ciel, les couleurs, je me disais souvent, comment je peux traduire en mots? Je vis avec un artiste peintre. Et comment je peux traduire en mots cette beauté que je vois? Quel mot, quelle métaphore correspond le mieux à cette beauté que je vois? Ça, pour moi, c'était important. J'ai passé un temps fou. Je suis une grande contemplative. Et puis, il y a aussi une sorte d'initiation sur le monde aussi que vous évoquez dans ce livre, Marie-Do. Oui. Et ça, c'est la subtilité du livre. C'est pas un bouquin de vacances cool, tranquille. Et non. Il y a des vraies questions derrière. Il y a des vrais. J'aime bien l'idée des questionnements et des interrogations. Moi, je n'ai pas d'idée préconçue. Je dis pas au lecteur, il faut penser ça. Je lui dis juste, et si c'était ça? Et pourquoi pas ça? Et qu'il puisse se poser des questions. Mais c'est un roman qui a demandé beaucoup de travail pour se poser toutes ces questions. Oui, beaucoup de travail. Mais j'ai du mal à vivre sans écrire. Oui, mais là, c'est un énorme travail. Oui. Et vous évoquez aussi les croyances New Age. Oui. Oui, parce qu'en ce moment, ça pullule. On voit des tas de gens qui sont médiums, machin. Ça existe. Bien sûr que pour moi, en tout cas, j'en connais, et des bons. Mais il y a aussi tout le mercantilisme et aussi l'expression dès qu'il y a une société fragile, en manque de repères, il y a aussitôt des forces mercantiles qui arrivent pour exploiter tout ça. Et c'est pas pour ça que ça n'existe pas. Ce livre, pour vous, c'est une sorte de remise en cause intérieure, et peut-être pour le lecteur qui découvrira ce roman, c'est aussi une remise en cause intérieure, Marie-Do. Absolument, et j'aime beaucoup la couverture, j'en parle parce que je suis amoureuse de la couverture. C'est une artiste russe, c'est Natalia Deprina, et pour moi, ses pieds nus sur le sol glissant montrent la fragilité, mais il y a les petites lumières qui la guident vers ce qui est son chemin, et on a tous notre chemin. Et votre chemin, justement, Marie-Do? C'est peut-être de faire rêver, mais de créer dans l'imaginaire, mais en même temps d'amener doucement à se poser certaines questions sur la vie et le monde, comme moi je peux le faire à ma petite manière. Oui, mais la danse au départ a été presque le révélateur de tout ça. Oui, mais je pense que être artiste, c'est pas seulement la création. Vous mettez dans un jardin, moi je vais vous faire un jardin, mettre de la beauté dans les choses et transcender, toujours transcender. J'aime la réalité, j'apprends à l'aimer, mais honnêtement, qu'est-ce que j'ai aimé l'imaginaire. Et cette réalité peut devenir une fiction, puisqu'encore une fois, ce livre Partir, votre but c'est d'en faire un scénario. Je ne sais pas, mais je trouve que ça serait une belle idée. Mais il faudrait quelqu'un avec beaucoup de talent pour filmer cet océan, ces batailles de surf et en même temps ces batailles intérieures. Ouais, ça serait un super film. Et vous n'avez pas envie de devenir réalisatrice? J'adorerais. Vous avez déjà tout fait, vous pouvez faire ça aussi, non? Il y a plein de choses à faire, Jacques. Et les bouquins, les autres bouquins, toutes les idées des autres bouquins, que j'en ai plein d'autres. Oui, mais celui-là est peut-être particulier, il tient à votre cœur. Il faut laisser l'univers faire. En tout cas, ce livre s'appelle Partir, mais vous reviendrez un jour, car je suis sûr plaisir. Que vous avez d'autres choses à raconter. C'est un roman qui est paru aux éditions MEO, c'est en Belgique, je crois. Un bon éditeur, Gérard Adam. Ça a été une rencontre d'âme avec Gérard. Il m'a fait travailler le texte comme je l'ai peu travaillé en France. J'étais dans un moment où je me disais, oh là là, ça patine et tout. Et j'ai eu envie, je revenais de New York, j'étais en avion. Et j'ai dit, allez, je vais changer, je vais aller dans un pays francophone, comme quand je dansais, où j'allais à New York et puis au Canada. Et quand ça coince quelque part, je vais frapper à la porte à côté.
Eh ben, vous avez frappé en tout cas la bonne porte de Sud Radio pour qu'on évoque votre parcours, où nous parlons vrai. Merci Marie-Do, et puis à bientôt avec Merci d'autres Jacques, aventures. c'était charmant. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.